Mais d'abord, ce que change ou pas la candidature de Christiane Taubira avec Samia Dechir. Son nom vient désormais s'ajouter à la longue liste des candidats de gauche à la présidentielle. Si elle remporte la primaire populaire, Christiane Taubira se lancera bien dans la course. L'ancienne ministre de la Justice de François Hollande l'a annoncé ce week-end à Lyon. Je suis candidate à la présidence de la République. La socialiste Anne Hidalgo, en déplacement à quelques kilomètres à Vaux-en-Velin, a joué l'indifférence à l'annonce de cette nouvelle adversaire. Chacun est libre de faire ce qu'il entend et maintenant projet contre projet. Contrairement à Christiane Taubira, Anne Hidalgo ne participera pas à la primaire populaire organisée fin janvier pour choisir un candidat commun à la gauche, pas plus que les autres candidats. En meeting à Nantes, Jean-Luc Mélenchon l'a balayé d'un revers de main. Vous ne pouvez pas mobiliser si vous donnez l'impression que vous êtes un menteur qui va ensuite arranger ses carabistouilles dans un coin avec ses copains des autres partis. Je ne suis pas leur copain. Pas question non plus pour Yannick Jadot de se plier aux résultats de ce vote citoyen en ligne, illégitime à ses yeux. Moi, ce que je veux faire dans cette campagne, c'est la guerre pour le climat. C'est pas la guéguerre avec la vieille gauche ou au sein de la vieille gauche. Plus divisée que jamais, la gauche compte désormais 6 prétendants, presque tous à moins de 10% dans les sondages, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon. Seul Arnaud Montebourg, crédité de 1% des intentions de vote, envisagerait de renoncer à sa candidature dans les prochains jours. Et on analyse les événements de ce week-end côté gauche dans ce débat avec mes invités. Catherine Tricot, bonsoir. Vous êtes la directrice de la revue Regard. Vous publiez La gauche grand remplacé. Voilà, c'est le dernier numéro de la revue Regard. Comment en est-on arrivé là? Bon titre, je suis un peu jaloux, j'aurais pu y penser. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bienvenue, vous êtes le directeur délégué de Harris Interactive. Mathieu Souquier, bonsoir. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous publiez 2022, La flambée populiste, c'est chez Plomb. Mathieu Croissando, bonsoir, éditorialiste politique à mes côtés tous les lundis et mercredis dans ce Sens Public. Et puis on sera tout à l'heure en duplex avec Samuel Gribowski qui est le porte-parole et cofondateur de la primaire populaire. Alors on parlera aussi du meeting de Jean-Luc Mélenchon, de l'avenir des gauches aux législatives, parce qu'il faut se projeter un peu après. Mais d'abord, Catherine Tricot, cette candidature de Christiane Taubira, elle vous inspire quelle réaction, quelle analyse? C'est pas le premier adjectif qui vous vient à l'esprit? Perplexe, oui. Parce que quand même, elle avait annoncé qu'elle voulait se présenter pour rassembler les gauches. Elle n'a pas eu de succès et elle se maintient et elle se présente quand même. Alors, on se dit, ça ne fait qu'une candidature de plus. On ne voit pas du tout en quoi cette candidature apporte quelque chose de nouveau au débat et en quoi elle serait capable de surmonter la division des gauches. Donc là, c'est quand même vraiment très troublant, cette histoire de candidature. Alors, il se dit, en tout cas, on a interrogé aujourd'hui le patron du PRG sur le site de Regard qui nous dit qu'ils pensent encore pouvoir faire bouger les lignes, qu'ils espèrent avec les 250 000 citoyens qui vont participer à la primaire citoyenne pouvoir faire pression sur les autres partis. Donc ils pensent encore pouvoir faire bouger Anne Hidalgo, Yannick Jadot. Je ne sais pas, je pense qu'on peut toujours y croire. Moi, j'ai l'impression que maintenant, chacun est engagé sur sa ligne et que Christiane Taubira ne montre pas dans les sondages un élan autour d'elle, vous allez nous le dire, mais elle ne semble pas pouvoir faire bouger, sa candidature ne semble pas pouvoir faire bouger les lignes à ce stade. Effectivement, Jean-Daniel Lévy, quand on voit le total gauche dans votre dernier baromètre pour Challenge, il est à moins de 27, il est là à 26,5, donc c'est vraiment très faible. Est-ce que Christiane Taubira fait monter ce score? Est-ce qu'elle vient s'ajouter ou est-ce qu'elle picore un peu à droite à gauche chez les candidats qui étaient déjà déclarés? Je reprends votre terme, elle picore. Elle picore un peu du côté de Yannick Jadot, un peu du côté d'Anne Hidalgo, un peu de Jean-Luc Mélenchon et au final, elle arrive à tangenter avec les 4-5% d'intention de vote. Ce qui est faible dans l'absolu et surtout qui n'est pas du tout dans ce qui était imaginé de la part de certains, c'est-à-dire l'arrivée de Christiane Taubira qui créerait une forme d'effet blast, comme on l'a dit par le passé, c'est-à-dire qu'elle récupérerait au fait de sa notoriété, de son image, toute une partie d'un électorat qui justement appellerait à l'unité. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une très forte différence entre l'opinion qui peut être portée à l'égard de Christiane Taubira de la part des électeurs de gauche
et la manière dont elle peut bénéficier à l'heure actuelle d'un capital électoral. Aujourd'hui, Christiane Taubira, c'est une forme de mentor de la vie politique, en tout cas pour la gauche. C'est celle qui a porté les valeurs haut et fort. C'est celle qui a osé quitter le gouvernement de François Hollande sur la question de la déchéance de la nationalité, sans jamais entrer en conflit direct avec lui, en disant on a des accords politiques, et donc c'est au nom des valeurs que je vais quitter le gouvernement, et on sait que c'est de là-dessus que François Hollande s'est presque le plus abîmé dans le cadre de son précédent mandat. Et donc elle a, dans tous les baromètres de confiance, icône des valeurs, mais ça se transforme pas. Et ça se transforme pas parce qu'en fait, voilà, on a du mal à savoir aujourd'hui, quand on a un électeur de gauche, ce qu'est son projet politique, ce que sont ses principales orientations, et même ce que serait sa compétence à pouvoir gouverner ou diriger la France, parce que ça n'a jamais fait partie vraiment des points sur lesquels elle avait mis l'accent par le passé. Oui, et puis Mathieu Souquier, il faut faire un peu d'histoire politique. C'est sans doute pas la plus rassembleuse des personnalités de gauche dans ce pays, Christiane Taubira. Non, alors c'est pas la plus nouvelle par ailleurs, parce que ça nous renvoie à la présidentielle de 2002. Un mot quand même sur ce que m'évoque sa déclaration de candidature, ou en tout état de cause, la forme qu'elle a choisi de donner au lancement de sa candidature. Les images, on voyait les images donc, de sa candidature, puis ensuite celle du meeting de Jean-Luc Mélenchon. Les images comptent toujours, a fortiori dans une campagne où les rendez-vous physiques sont plus compliqués à organiser. C'est assez étrange le décor qu'elle donne à sa déclaration de candidature. Il y a un côté fin du monde, c'est-à-dire qu'il y a un brouillard derrière, il y a des tags autour, il y a une espèce de grillage. C'est assez. Il n'a pas convoqué le brouillard, il était là ce matin. Le brouillard, c'est sans doute pas de sa faute, mais quand même, l'image, encore une fois, qui restera. On peut y voir un symbole. Première image. On peut y voir un symbole de la gauche et de l'avenir de la gauche. C'est assez étonnant. Ceci étant dit, le meeting de Jean-Luc Mélenchon était assez impressionnant visuellement, mais là, on le voit s'exprimer devant des vagues, en pleine vague épidémique. C'est assez étonnant aussi comme symbole choisi. Mais peu importe. Mais donc, la candidature de Christiane Taubira renvoie donc quand même à l'imaginaire de la présidentielle de 2002, et le parallèle n'est pas absurde à faire. En 2002, la gauche était très dispersée également. C'est ce qui a conduit à ce que le point de qualification soit assez bas et que, contre toute attente, le favori de la présidentielle ne soit même pas au second tour. Donc c'était le fameux choc du 21 avril. Mais donc à l'époque, la gauche était divisée parce qu'elle était forte. Et parce qu'elle était forte, elle se payait le luxe de se diviser. Oui, ça suscitait des appétits parce qu'il y avait un capital gauche qui était élevé. On peut se diviser quand on est très fort. D'une certaine façon, c'est ce que fait aujourd'hui la droite et l'extrême droite. Mais on peut aussi se diviser quand on est très faible. C'est une tentation qui existe de façon très forte. Et donc aujourd'hui, effectivement, la gauche se divise parce qu'elle est faible. Et évidemment, se divisant, elle s'affaiblit encore davantage. Mais un point quand même sur le score cumulé de la gauche, les 25 ou 27% que vous évoquiez à l'instant, en fait, c'est à peu près le score que la gauche a fait en 2017. Et alors évidemment, c'est très bas, mais en 2017, avec un 25% tout mouillé, Jean-Luc Mélenchon était à quelques encablures du second tour. Donc en réalité, aujourd'hui, à 25 ou 27%, la gauche pourrait, si elle était moins divisée, être pas très loin du second tour, car on voit bien que les autres, à droite et à l'extrême droite, sont également dans un mouchoir de poche avec des scores qui ne sont pas si élevés que cela. Donc ce qui change évidemment, c'est que le total des voix de gauche aujourd'hui, même s'il est équivalent à celui d'il y a 5 ans, c'est avec 2 à 3 fois plus de candidats qu'il y a 5 ans. Donc ça fait toute la différence. Alors moi je surveille toujours mon Mathieu Croissando quand il y a des interventions sur ce plateau. Je voyais un peu tiqué. Pourquoi ? D'abord, est-ce qu'on peut parler de la gauche ? On peut parler à mon avis des gauches. Les gauches, oui. Et pour reprendre l'exemple que donnait Mathieu sur 2017, une partie des voix de gauche s'était quand même portée sur un ancien ministre d'un gouvernement de gauche, nommé Emmanuel Macron, et qui à l'époque passait pour une partie de l'électorat social-démocrate comme un débouché politique de gauche. Donc le total gauche était quand même plus élevé que ce qu'on connaît aujourd'hui. Après, moi je suis tout à fait d'accord avec Mathieu, la gauche était sûre de gagner en 2002, c'est pour ça qu'elle s'était permis de se diviser, chacun en était à se dire, on va mettre un petit coup de trotskisme, un petit coup de Vert, un petit coup de Chevènement, un petit coup, voilà, pour essayer de faire vivre la gauche plurielle. Aujourd'hui, elle est sûre de perdre, et d'une certaine façon, ça explique aussi cela. La vraie question qui se pose avec Christiane Taubira, c'est est-ce qu'elle cède au pourquoi pas moi ? Ou est-ce qu'elle veut transformer la France, et est-ce qu'elle a un projet ? Aujourd'hui, on a l'impression que, comme l'a dit un peu cruellement François Hollande, c'est un combat de Lilliputiens et que du coup, tous les Lilliputiens possibles se sentent pousser des ailes et se disent « pourquoi pas moi ?» Je n'ai pas entendu de la bouche de Christiane Taubira, au-delà des quelques mesures qu'elle a égrenées samedi, une vision de la société, un projet de transformation. Or, la gauche a toujours gagné quand elle portait un projet de transformation sociale. Là, le seul mantra qu'on entend, chez elle, mais aussi chez d'autres, c'est de mettre un terme à ces 5 années de Macron. Voilà, mettre un terme, ça ne suffit pas toujours. Ça peut, de temps en temps, faire gagner. C'est ce qui avait servi à François Hollande en 2012. Mais ça ne suffit pas toujours pour l'emporter. Et on revient à ce qu'on a dit plusieurs fois sur ce plateau. C'est une gauche qui n'a pas assez travaillé depuis plusieurs années. Oui, sur les idées. Hein. Je conclue là-dessus. C'est une gauche qui n'a pas tiré les leçons des 2 précédents scrutins présidentiels.
Elle a surestimé sa responsabilité en 2012, c'est-à-dire qu'elle est persuadée d'avoir gagné sur ses idées, sur son projet. Or, elle a quand même beaucoup gagné, elle a gagné pour mettre un terme aux 5 ans de sarkozysme. Et elle a sous-estimé d'une certaine façon sa défaite en 2017, considérant que si elle avait perdu, c'est parce qu'elle avait été trahie par Emmanuel Macron, c'est parce qu'elle a été divisée par Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'y a pas eu ce travail sur est-ce que la gauche répond aujourd'hui aux enjeux qui se posent dans la société, aux questions que se posent les Français dans le quotidien. En quoi il y a toujours une part de supplément d'âme normalement à gauche, une part de romantisme, on va dire. Elle est là pour transformer la société, un monde meilleur, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas du tout de l'apanage de la gauche, mais c'est en tout cas comme ça qu'elle se vend. Et là, on ne voit pas aujourd'hui en quoi ce projet de transformation de la société existe. Catherine Tricot. Oui, non, mais Jean-Luc Mélenchon, quand même, a continué son effort de renouvellement. C'est qu'on l'a entendu, et quand vous disiez la dernière fois, en effet, il n'y avait pas d'accord entre toutes ces gauches. Ils étaient relativement nombreux aussi la dernière fois. Et Jean-Luc Mélenchon avait émergé sur la propre force de son discours et de sa proposition politique. Et en fait, là, c'est bien un peu ce qu'il espère. Si vous l'avez entendu hier, il dit « Je suis une tortue sagace », c'est-à-dire que je vais finalement... rien ne sert de courir, il faut partir à temps. J'ai mis en place tous les jalons. Je ne suis pas concernée par le bazar qui règne à gauche, et moi je trace mon chemin et j'ai quelque chose à vous raconter. Il le fait avec un certain talent. Donc en fait, lui, il a encore l'espoir de renouveler ce qu'il avait fait en 2017, c'est-à-dire rassembler une part substantielle de l'électorat de gauche autour de son nom et d'atteindre comme ça le second tour qui cette fois-ci pourrait être encore plus bas que la dernière fois, puisque vous pourrait être à 16-17%, et donc Mélenchon se dit à 16-17, je passe. Je confirme qu'aujourd'hui, c'est le cas. Voilà. Oui, aujourd'hui, c'est le cas. Et on va y revenir, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas choisi. Il n'y est pas, mais il a l'espoir de monter à 16-17. Pas plus qu'il n'y était précisément il y a 5 ans. Absolument. Mais à 5 ans, il a 19 ans. Il Catherine, avait 19%. Alors, on ne va pas prendre tout le contenu, mais comment vous répondez à la question, comment en est-on arrivé là? C'est quoi pour vous l'élément le plus important? Il y a certains des arguments que donnait Mathieu. L'élément le plus important, c'est de ne pas avoir renouvelé la pensée. Ça me paraît évident. C'est-à-dire que je partage la somme des petits renoncements et des petites trahisons, plus pas de travail, ça fait que c'est une gauche qui... Alors, il y a la partie mélenchonienne qui, elle, à mon avis, a travaillé et a quelque chose à dire, mais est assez peu rassembleuse. Enfin, Jean-Luc Mélenchon est quand même sur une position, je dirais, dans l'extrait que vous avez passé, on voit bien qu'il ne tend pas la main. Voilà, il dit, moi, je suis droit dans mes bottes, je ne suis pas leur copain, j'ai ma proposition et j'avance. Donc, il y a cette partie-là qui, à mon avis, a quand même fait le boulot. Et puis, il y a l'autre partie de la gauche, puisque la gauche, elle n'est jamais unique, elle est toujours double. Il y a toujours eu la tradition socialiste, communiste, social-démocrate, insoumise, enfin peu importe, ça se raconte de plein de manières, mais historiquement, la gauche, elle n'est pas unique. Et donc, le côté radical, je pense que Mélenchon l'a investi de manière intelligente, mais assez peu rassembleuse. Et l'autre côté, elle n'est ni intelligente ni très rassembleuse, puisqu'elle n'a pas grand-chose à raconter. Mathieu Souker, vous m'offrez la transition sur le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Meeting immersif, plus de 3000 personnes, image spectaculaire. La forme, on peut considérer que c'était réussi. Je pense que tout le monde le dit. C'est vrai qu'il a renouvelé le genre. Vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, sur la forme, ça m'apparaît assez réussi. D'ailleurs, les commentaires sont plutôt élogieux aujourd'hui, donc ça a marché de ce point de vue-là. Et sur le fond, je rejoins par ailleurs ce que dit Catherine Tricot. Il y a un travail qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon, ne serait-ce que parce qu'il en est à sa 3e candidature à l'élection présidentielle. Donc il est, avec Marine Le Pen... Mais il ne fait pas que de la répétition. Le plus ancien et le plus expérimenté dans le poste. Je nuance néanmoins l'explication par le déficit de travail. Donc d'abord parce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui a travaillé, qui a peut-être encore plus travaillé pour cette fois-ci, mais je note que dans ce cas-là, le travail ne paye pas, car il est en deçà de là où il était il y a 5 ans. Alors il est légèrement devant les autres, mais légèrement. Je sais que dans le panel que nous, on a à la Fondation Jean Jaurès avec Ipsos, en réalité, il est au coude à coude avec Jadot. Donc il est en recul significatif par rapport à là où il était il y a 5 ans, donc ça compte. Et je dirais que le parallèle qu'on peut faire avec la droite sur la question du travail ne me paraît pas opérant. Je ne suis pas sûr que la droite ait davantage travaillé que la gauche. Or, elle est quand même nettement moins bas. Donc, le déficit par le travail, je nuance l'argument.
La clé d'explication, c'est peut-être aussi le regard rétrospectif sur les présidents au pouvoir. Quand vous interrogez en fait les électeurs de droite, ils disent au moins Nicolas Sarkozy a fait quelque chose entre 2007 et 2012. Et il y a une forme de regret et de nostalgie de Nicolas Sarkozy de la part des électeurs, tant et si bien qu'en fait on peut voir aujourd'hui que tout le monde à droite va se définir ou se revendiquer de Nicolas Sarkozy, et que même d'autres comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour vont pas attaquer ou revenir sur le bilan de Nicolas Sarkozy. Donc il y a cette forme de figure tutélaire qui existe positivement pour la droite et qui fait qu'on a quand même envie, de la part de cet électorat-là, de retrouver cette forme de flamme sarkozyste, quitte à ce qu'elle soit incarnée par Valérie Pécresse. Du côté de François Hollande et de la gauche, c'est quand même très différent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les électeurs de gauche ne sont pas fiers d'avoir porté François Hollande à la présidence de la République. En termes de valeurs, on en parlait tout à l'heure, il y en a peu aujourd'hui qui les amènent à dire, au moins, à cette période-là, la gauche pouvait être fière de ce qu'elle avait réalisé, et puis il n'y a non plus pas vraiment de réalisation concrète à leurs yeux qui leur permet de dire, mis à part le mariage pour tous, qu'on arrive à faire la différence concrète en ce que peut être la gauche ou la droite aux responsabilités, et que notamment toute la question de la gestion économique ou la gestion de la fiscalité ne constitue pas des points sur lesquels aujourd'hui la gauche peut s'appuyer en disant, au moins, si on revient demain au pouvoir, ça sera ça, ou ça sera différent, voire ça sera mieux que ce qui a été fait de la part d'Emmanuel Macron. Ouais. Est-ce que ce meeting, je reste sur la forme, réussi, Mathieu Souquier, est-ce que ça peut relancer la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous donnez encore beaucoup d'importance à un meeting dans une campagne électorale? Mathieu Croissando. Oui, parce qu'un meeting, ça sert à marquer les esprits, ça sert à mobiliser d'abord ses sympathisants ou ses militants. Là, pour le coup, l'exercice est réussi. C'est-à-dire quand les militants sortent d'une salle de meeting galvanisée, c'est quand même mieux que quand ils sortent le moral dans les chaussettes. Et à gauche, il y a quand même beaucoup de raisons chez d'autres candidats de sortir le moral dans les chaussettes. Donc, en plus, on le sait, Jean-Luc Mélenchon, c'est une bête de campagne. On aime ou on n'aime pas, mais il sait faire campagne. Il sait faire tourner le débat autour de lui, il sait galvaniser ses troupes, et il sait faire la différence avec d'autres candidats parce que c'est un tribun hors pair, parce qu'il a le passé qu'il a, le phrasé qu'il a, les références historiques qu'il a, et que certains paraissent bien pâles à côté. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a toujours un petit peu de mal en fin de campagne. Il connaît toujours un petit coup de mou. Enfin, en tout cas, c'était le cas en 2012, ça a été le cas en 2017. Mais il y a toujours un moment où, une fois qu'on a rassemblé son camp, il faut quand même offrir aux autres des perspectives de rassemblement. Et dans cette phase-là, à la veille du premier tour, il y a toujours un petit peu de mal parce que c'est un peu orthogonal avec le discours qui est tenu pendant cette campagne de premier tour. Moi, j'ai l'impression que là, il va bénéficier d'une chose, c'est que c'est un tel brouillard et tellement décevant à côté de lui que finalement, il apparaît comme une butte témoin, un repère, quelque chose qui tient debout, quoi. C'est-à-dire que, alors, je pense qu'il a par ailleurs la gestion de ces 5 dernières années qui n'ont pas été très rassembleuses et qui ont même été clivantes, au point qu'il se retrouve avec un candidat communiste face à lui, ce qui n'était pas le cas en 2012 et en 2017. Donc, il y a bien quand même quelque chose qui, dans sa gestion un peu hégémonique, finalement, pas de rassemblement, mais d'imposer son point de vue au reste de la gauche, je pense qu'il risque de le payer. Mais en même temps, dans ce marasme général, il apparaît comme celui qui maintient un discours de gauche auquel la gauche peut se reconnaître. Moi, je pense quand même que la séquence, pardon d'y revenir, mais de son siège, la perquisition, c'est le mot que je cherchais, merci de m'aider, ça a abîmé durablement son image. Je ne sais pas comment vous l'évaluez dans les intentions de vote. Mais... déjà, en termes d'image, en termes de confiance. D'image, je parle d'image. Mais même avant que ça se traduise d'un point de vue de capital électoral, quand on demandait aux Français comment ils jugeaient Jean-Luc Mélenchon, il apparaissait comme étant beaucoup plus agressif, beaucoup moins respectueux en fait, de la République d'un point de vue général, et qu'on a vu en fait, qu'il y avait une acrimonie qui a été montée même de la part d'une partie de son électorat. Mais ils sont passés où d'ailleurs? Je pense que Jean-Luc Mélenchon l'a compris. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui son positionnement, en fait, il ne dit pas voter pour moi. Il dit voter pour mon programme politique. Et je ne suis, en fait, entre guillemets, que le porteur d'un programme politique. Oui, mais il n'empêche qu'il ne s'efface pas totalement derrière son programme. C'est quand même, sa personnalité, elle est là. Il met en avant, quand vous regardez, en fait, tout ce qu'il a dit au cours de ces 3-4 derniers mois, c'est vous allez voter pour un programme politique. Il y aura une constituante. Je ne suis là que de manière transitoire. Je ne suis là que pour 2 ans, pour éventuellement mettre en place les choses, mais je ne serai pas vraiment le seul décisionnaire. Donc il y a aussi une compréhension de sa part que peut-être qu'une partie de son programme politique est plus appréciée que ce qu'il peut être personnellement. Ils sont passés où, les 19%? Ils restent chez eux de manière assez... ils ne vont pas voter. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs au cours des dernières consultations électorales, on a un électorat de gauche qui ne va pas voter pour la droite, qui ne va pas se prolonger vers un autre candidat d'extrême de gauche, quoi que ce soit, mais en fait, en tout cas, qui a tendance à rester chez lui, à dire, dans ces circonstances-là, on n'y va pas, et face à une gauche qui est éclatée, on a du mal à pouvoir se prononcer, et donc on va rester chez nous. Alors il y a une séquence qui suscite pas mal de critiques depuis hier, séquence extraite
peut-être du meeting du candidat de la France Insoumise, ce moment où il fait huer la vaccination. Regardez. Et alors, la maladie se propage. Et alors, ils inventent des passes sanitaires et des vaccins à 1, 2, 3, 4, 5 doses, sans fermer un seul élevage intensif et sans faire cesser le martyre des animaux et le danger pour les êtres humains. Mathieu Croissando, comment vous l'analysez cette séquence? Il faut la voir un peu plus en longueur. La logique du développement qu'on peut contester d'ailleurs, que fait Jean-Luc Mélenchon, pour qui l'apparition du virus est aussi une conséquence de la déforestation. Enfin, il lie environnement, santé, et donc là... Et système capitaliste. Voilà, et système capitaliste. Il a toujours eu un positionnement assez ambigu sur le vaccin, il faut le dire. Il a quand même commencé en disant qu'il n'avait pas confiance dans les surgelés, vous vous souvenez? C'était à l'époque du vaccin ARN messager de Pfizer. Il a refusé de dire s'il allait se faire vacciner ou non. Il prenait le vaccin russe et non pas le vaccin américain ou celui de Moderna. Voilà. Donc il a eu toujours cette position ambiguë pour ne pas froisser cette frange de l'électorat qui en veut à la politique sanitaire du gouvernement au nom des libertés publiques. Je ne dis pas qu'il y a des complotistes ou des anti-vax forcément chez Jean-Luc Mélenchon, mais il y a une frange de l'électorat en tout cas qui est vent debout contre ce qui est considéré comme un rétrécissement des libertés individuelles et des libertés publiques d'ailleurs, des deux. Et donc du coup, il joue l'ambiguïté là-dessus. Mais là, dans son développement, il faut quand même le remettre dans le contexte. Oui. Alors c'est vrai que la foule oui, c'est peut-être pas forcément... Oui. Allez-y, terminez, pardon. Non, mais je pense qu'il souligne plus la mainmise de ces grands labos, Big Pharma, d'un point de vue capitaliste, sur la gestion de la pandémie, que sur le bénéfice vaccinal au sens propre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Même s'il cultive cette ambiguïté. Mathieu, Croissant. Ce qui est sûr, c'est que l'ambiguïté tactique sur laquelle, l'ambiguïté sur laquelle joue Jean-Luc Mélenchon depuis quelques semaines sur ce sujet, en fait, est aujourd'hui tactiquement risquée, puisque l'opinion française elle-même a considérablement muté sur la question du vaccin. Elle a muté au même rythme que le virus. C'est-à-dire qu'il y a un an... aussi sur le pass vaccinal. C'est-à-dire que là, quand même, il y a une balance qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même que peut-être le pass vaccinal, c'est un pas de trop. Si on parle du pass vaccinal, c'est vrai. Oui, donc mais en un an, c'est ça le début de son enchaînement. Mais en un an, quand même, l'opinion française est passée d'une opposition, ou en tout cas d'une hésitation vaccinale majoritaire, à aujourd'hui, je voyais un sondage de l'IFOP qui disait qu'aux 3/4, l'opinion française est aujourd'hui non pas pour la vaccination, mais pour l'obligation vaccinale. Et ça vaut quelles que soient les sympathies partisanes. C'est beaucoup plus fort, évidemment, à La République En Marche, mais même chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et je dirais même chez les électeurs de Marine Le Pen, la majorité est désormais acquise à l'obligation vaccinale. Et deuxième dimension, ça conduit à ce que les oppositions dans leur ensemble, à travers le débat qui se noue depuis des semaines et des semaines, les oppositions dans leur ensemble ne sont pas considérées comme crédibles pour ce qui est de la gestion de la crise sanitaire, plus crédible en tout cas que le pouvoir en place, y compris pas Valérie Pécresse. La proportion de Français qui considèrent qu'elle aurait fait moins bien qu'Emmanuel Macron est supérieure à la proportion de Français qui considèrent qu'elle aurait fait mieux. Donc on voit bien que sur ce débat sanitaire, en tout cas, les oppositions n'ont pas réussi à se construire des positions crédibles et payantes électoralement. Alors je vous propose maintenant de faire un focus, un gros plan sur cette primaire populaire. J'appelle Audrey Vetaz à nous rejoindre. Bonsoir Audrey. Bienvenue. Donc, on va déjà avec vous, et puis ensuite on rejoindra le porte-parole de cette primaire, comprendre en quoi ça consiste, et puis peut-être aussi qui l'organise. Alors, c'est une primaire qui a été lancée par des militants indépendants. L'idée germe depuis 2020, et le but, c'est de désigner un candidat commun pour la gauche et les écologistes. Leur credo, c'est seul, on va plus vite, ensemble, on va à l'Élysée. Et il y a déjà eu une sorte de présélection. 130 000 citoyens ont désigné 7 candidats potentiels. Et ce qui est particulier, c'est que ces candidats n'ont pas forcément donné leur accord. Certains ont été inscrits d'office. Alors, on retrouve dans la liste de ces 7 candidats Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, qui, eux, refusent de reconnaître le résultat de cette primaire. On a aussi Christiane Taubira, vous en avez parlé, Pierre Larouturou, le fondateur de Nouvelle Donne, et puis des personnalités peut-être un petit peu moins connues. Charlotte Marchandis, c'est une ex-adjointe rennaise à la santé, ou encore Anna Agep-Portery, elle est militante écologiste. Alors, comment ça va se passer dans les prochains jours ? Alors, le vote aura lieu en ligne du 27 au 30 janvier. Il est d'ailleurs encore possible de s'inscrire gratuitement jusqu'au 23 janvier minuit.
les inscriptions d'école. 250 000 inscrits. On était à peu près à 150 000 au début du mois. C'est plus que la primaire LR avec 150 000 militants, pas forcément inscrits, mais militants. Et plus aussi que la primaire écologiste, 120 000 inscrits. Le vote aura lieu au jugement majoritaire. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que chaque votant va donner son avis, va noter chaque candidat. Très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant. Et ensuite, on fait la moyenne et le gagnant, c'est celui qui a obtenu le meilleur jugement. Merci Audrey pour toutes ces précisions et j'accueille donc Samuel Grybowski qui est le porte-parole et cofondateur de cette primaire populaire qui est avec nous en duplex, en visioconférence. Vous nous confirmez ce chiffre, bonsoir, de 250 000 inscrits. Et peut-être aussi, est-ce que ça veut dire qu'ils deviendront forcément des électeurs pour bien comprendre ce qui est en jeu? Oui, tout à fait. Je vous confirme que ce matin, on a communiqué par l'AFP qu'on avait 251 000 inscrites sur la plateforme de vote, ce qui veut dire que ces personnes ont fait tout le processus de vérification sécurisée, adresse mail, numéro de téléphone et carte bleue. Et donc, ça veut dire que ces personnes sont prêtes à voter. On pense qu'elles vont le faire, puisqu'on avait aussi avant une base de signataires soutien qui avait appelé à ce que ce vote ait lieu, qui était 300 000. Donc maintenant, tout l'enjeu, c'est d'inviter tous les soutiens signataires à devenir des vrais électeurs inscrits. Est-ce qu'elle n'est pas un peu en train de vous échapper, cette primaire populaire? Est-ce qu'elle ne devient pas une source supplémentaire de fracture à gauche, quand même? Si, il y a une partie de cette primaire populaire qui nous échappe. C'était un peu le but quand on a commencé. Il faut rappeler l'origine, c'est lancé par des citoyens, vous l'avez dit, indépendants des partis, mais surtout qui, pour la plupart d'entre eux, ont battu le pavé pendant ce quinquennat et même depuis 2016 avec la loi travail, qui sont mobilisés dans les combats féministes, antiracistes, climat, social, gilets jaunes, et qui sont un peu dégoûtés de l'absence de victoire en politique pour toutes ces idées, qui sont fatigués de cette impuissance et qui cherchent en quelque sorte à changer, à redonner le goût de la victoire. Et donc de ce désespoir-là est en train de naître un nouvel espoir. Alors elle peut rajouter provisoirement à la confusion, mais ce qu'on pense c'est qu'à terme, on va quand même vers de la clarté parce que 85% des électeurs de gauche veulent le rassemblement, 73 veulent que cela passe par un vote, et donc on propose cette opportunité pas simplement comme le sondage grandeur nature, c'est pas le cas, mais aussi comme un mouvement, parce que nous nous sommes engagés à soutenir la personne qui va l'emporter à la fin du mois de janvier. Donc, 5 000 bénévoles, 120 groupes locaux, un crowdfunding qui a beaucoup marché, 850 000 € levés, et bien toute cette structure-là va soutenir le vainqueur. Alors la liaison n'est pas très bonne, je m'en excuse auprès de nos téléspectateurs, mais vous l'avez sûrement lu, Samuel Grybowski, le juriste Jean-Philippe de Rosier, qui est agrégé de droit public, membre de l'Institut universitaire de France, il dit que votre primaire, elle est illégale, qu'elle s'apparente à un sondage. Et c'est vrai que Audrey l'expliquait à l'instant, c'est quand même particulier d'inscrire quelqu'un contre son gré. Oui, alors on comprend que ce soit nouveau et surprenant. On s'est inspiré d'un mouvement américain qui s'appelle le Sunrise Movement, qui a développé lui aussi il y a 4 ans aux États-Unis cette méthode d'investiture par les citoyens pour peser sur le jeu électoral. C'est des mouvements citoyens qui rentrent en politique sans pour autant être des partis, avec cette logique que l'investiture entraîne derrière une campagne innovante où on va chercher les électeurs non inscrits, les abstentionnistes, les dégoûtés, ceux qui n'ont plus confiance dans les partis, etc. Sur la légalité du scrutin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a publié notre réponse aujourd'hui dans le JDD en réponse à Maître Rosier, par le biais de notre avocat Maître Bluteau, qui certifie non seulement que le processus est parfaitement légal, mais en plus qu'il ne s'agit pas d'un sondage, puisque un sondage doit correspondre à 2 caractéristiques. La première, c'est qu'il faut choisir l'échantillon. Or, nous, tout le monde peut s'inscrire à condition d'avoir 16 ans et de reconnaître l'esprit du socle commun. Et le deuxième critère d'un sondage, c'est qu'il faut un panel représentatif. Or, il n'y a aucune représentativité dans les personnes qui participent. Donc, ça n'est pas un sondage. Ça n'est pas une primaire classique. C'est vrai de le rappeler parce que les candidats ne sont pas contraints de se retirer, mais c'est une investiture citoyenne pour faire campagne au service du rassemblement pour tous ces électeurs perdus. Vous l'avez évoqué avant que j'arrive, 1 sur 2 ne savent pas encore pour qui ils vont voter. On espère que ça va les aider. Alors, restez avec nous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que ce système-là, c'est nouveau, ça, on peut vous l'accorder, mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, il y a un très bon indice, c'est la réaction de Christiane Taubira. C'était samedi soir sur France 2, vous l'avez peut-être vu, quand Laurent Delahousse lui demande ce qu'elle fera si, cas d'école, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête de cette primaire populaire. La réaction de Christiane Taubira. Si Jean-Luc Mélenchon, par hasard, remportait cette primaire, alors qu'il n'est pas candidat, cela veut dire que vous ne serez pas candidat. La primaire qui pourrait permettre l'union de la gauche,
est une primaire pour assurer le rassemblement. Donc ça n'est pas un dispositif de suggestion ou d'humiliation. Donc la personne qui sortira de cette primaire est la personne qui représente l'union de la gauche. Bon, et puis ça continue et manifestement, enfin voilà, pour moi c'est vraiment symptomatique, Catherine Tricot, on touche des doigts les limites de la proposition. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne se voit, moi j'entends sa réponse comme je suis la seule possible, je suis la seule légitime, je suis la seule qui incarne l'union de la gauche parce que, j'accepte le jeu de la primaire et deux, j'ai le poids politique, puisque les autres personnes, personne n'imagine que Charlotte Marchandise va être candidate de l'union de la gauche à l'élection présidentielle. Donc ça sera elle. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est comme ça qu'elle envisage les choses. Et je pense oui, que mais enfin, ce sera quand même un vote, et un vote n'est jamais écrit d'avance, par définition. Je suis d'accord, mais je suis d'accord, sauf que... Non, ce que je crois, c'est que le fait que ce soit un vote de cette nature, c'est-à-dire où chacun est jugé en plus ou moins acceptable, oui, donne une prime à celui qui est le plus consensuel, le plus rassembleur. Et or, pour les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure, je pense que Christiane Taubira coche ces cases. C'est-à-dire que peu de gens pensent qu'elle est absolument super, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle pense, mais par contre, peu de gens à gauche la détestent, ne la supportent pas. Voilà. Et donc, de ce point de vue, elle peut avoir bien, passable, à peu près pour tout le monde. Même quelqu'un qui voterait Jean-Luc Mélenchon, il y a probablement qu'en deux, il mettra Christiane Taubira. Donc vous dites que ça peut être le plus petit dénominateur commun de ceux qui vont s'exprimer lors de cette primaire populaire. Oui, je pense qu'elle va avoir ses soutiens et qu'elle n'horripile pas les autres. Mathieu Croissando. Cette primaire, c'est vraiment un ovni. C'est un ovni intéressant parce que c'est créé par des citoyens de gauche qui veulent faire l'union des candidats et des partis malgré eux. Puisque les partis sont affichés de se mettre d'accord, des citoyens tentent de le faire. Aujourd'hui, c'est devenu un fait politique. Parce qu'elle va se tenir, cette primaire, il va y avoir 250 000 votants, et donc ça va être interprété comme un booster pour celui qui en sortira, ou celle qui en sortira gagnant. Après, il y a une interrogation, peut-être qu'on peut demander à M. Grybowski, comment s'assurer, une primaire, normalement, c'est un parti qui l'organise, avec un corps électoral délimité, alors soit c'est que les militants, soit c'est l'ensemble de la population, mais en tout cas, on sait. Comment là s'assurer qu'il ne va pas y avoir une prime à celui qui aura le plus mobilisé ses soutiens pour s'inscrire à cette primaire? On dit que chez les mélenchonistes, beaucoup de gens s'inscrivent parce qu'ils aimeraient bien voir Jean-Luc Mélenchon sortir haut. Je ne suis pas certain que Christiane Taubira, peut-être qu'elle bénéficie de ce plus petit dénominateur commun, mais elle bénéficie de moins de troupes que mobilisables que Jean-Luc Mélenchon ou que des socialistes s'ils venaient à se mobiliser. Et ensuite, quelle leçon on tire de ça? Qu'est-ce qui va se passer au lendemain de cette primaire? Quelle leçon va être tirée? Jean-Luc Mélenchon, on le sait, il ira jusqu'au bout. Yannick Jadot, on le sait, lui, il a déjà fait sa primaire. Il dit, je ne vais pas me taper une deuxième primaire, j'irai jusqu'au bout. Anne Hidalgo, après avoir dit, j'en veux pas, puis j'en veux pas, c'est la faute à Jadot, au lendemain des résultats, que va-t-il se passer si jamais son score est très faible, si elle est larguée par rapport et à Jean-Luc Mélenchon, et à Yannick Jadot, et à Christiane Taubira? Peut-être que des voix monteront au Parti socialiste pour dire à quoi bon. Voilà. Bref, c'est un fait politique, en tout cas, qui va structurer la campagne. Et ce qui est étonnant, c'est vrai que ça vient d'aucun parti, mais d'une initiative citoyenne. Et il y a un point supplémentaire, c'est que ça n'est pas uniquement l'organisation d'un départage entre différents candidats déclarés ou non déclarés, c'est qu'il y a une plateforme revendicative, une plateforme programmatique même qui vient alimenter en fait cette primaire populaire qui a été réfléchie, travaillée, et avec des arguments et des points qui sont des points qui peuvent être clivants même au sein de la gauche. Donc on peut même avoir une forme de paradoxe, c'est-à-dire avoir un programme politique qui a été défini dans le cadre de la primaire et un candidat qui peut être désigné dans le cadre de cette même primaire et qui peut être pour partie en désaccord avec un certain nombre d'orientations. Et sachant que je ne suis pas persuadé d'ailleurs que les citoyens aient conscience en fait justement qu'il y avait justement cette forme de plateforme commune qui a été établie et qui visait à faire en sorte qu'il y ait un minimum de principes, de regard à l'égard de la société. C'est assez fourni pour ceux qui prennent le temps de regarder et qui vont vraiment définir ce que peut être les principales orientations pour la France si jamais la personne désignée dans le cadre de la primaire devait être le prochain ou la prochaine présidente de la République. Samuel Grybowski, il y a deux questions. D'abord, effectivement, ce que vous demandez, Mathieu Croissando, sur l'organisation elle-même, les garanties que vous pouvez donner. Et puis, effectivement, ce risque, finalement, parce que ça ne fonctionne que si c'est Christiane Taubira qui sort en tête et qu'elle accepte les éléments de programmatique qui sont proposés. Si tout autre cas de figure divise encore plus et fragilise les gauches.
Je suis pas sûr, on peut voir ça plus subtilement. Je pense que je peux répondre à ces 4 éléments si vous me le permettez. D'abord, sur le premier du soutien, nous, en tant que mouvement de rassemblement pour la victoire, ce qui nous meut, c'est qu'on fera la campagne de la personne qui l'emporte, quoi qu'il arrive. Et je crois que nous sommes les premiers mouvements unitaires à dire que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon peut être leader de ce rassemblement. Ce qui me permet de vous dire très clairement ici que si Jean-Luc Mélenchon remporte ce scrutin, nous ferons sa campagne avec les efforts dont nous disposons. Et moi, je vois le récit selon lequel Anne Hidalgo l'emporte et donc on dit on retourne à la social-démocratie, le PS est leader. Yannick Jadot l'emporte, on dit l'écologie politique est la nouvelle matrice. Jean-Luc Mélenchon l'emporte, il est à 10 ou 13 points, on lui donne les 3 points qui manquent pour gagner. Je vois tous ces récits-là. Sur la deuxième question de la garantie, vous dites il y aura une prime à la personne qui mobilise le plus. Mais j'ai un peu l'impression que c'est le cas de toutes les élections. Plus on mobilise, plus on a de chances de gagner. Nous, la garantie qu'on porte, c'est que tous les électeurs sont des vraies personnes, qu'il ne peut pas y avoir de bourrage d'urne, qu'il y a une vérification du vote et qu'on utilise la même plateforme numérique que celle qu'a utilisée les Républicains et les écologistes, c'est-à-dire avec le néo-vote. Enfin, troisième élément sur pourquoi est-ce que ce n'est pas un parti qui l'organise, je crois que beaucoup d'électeurs aujourd'hui ne reconnaissent pas cette tripartition de l'espace de gauche entre les 3 familles de la social-démocratie, de l'écologie politique et de la gauche radicale, et comprennent en fait que surtout ces 3 familles ont des points communs très forts face à l'offre des droites libérales, identitaires et conservatrices qui en fait ont créé par miroir une sorte d'unité naturelle chez nous, gauche, progressiste, humaniste, pour refuser justement ces 3 modèles qui sont extrêmement dominants aujourd'hui dans le débat. Et enfin, dernier élément de réponse, pardon d'être un peu long sur le socle, on a construit ce socle commun avec 2 vitesses quand même, il faut l'avoir en tête. Il y a 10 mesures de rupture qui ont été co-élaborées avec les partis politiques dans le cadre de débats pendant 5 semaines au mois d'avril dernier. Et ces 10 mesures de rupture constituent les seules mesures que le vainqueur devra mettre en œuvre. Peut-être que vous évoquez aussi un autre document qui est un rapport de conversation beaucoup plus fourni dans lequel il y a tous les débats et dans lequel il y a plein de mesures qui ne devront pas être mises en œuvre par la personne que nous allons soutenir, qui sont juste là à titre indicatif. Bon, alors il nous reste 3 minutes dans ce débat. Je voulais qu'on se projette un peu dans l'après-présidentielle législative. Bon, vous savez quoi, on va se garder ça pour un autre débat. On a encore presque 3 mois devant nous dans cette émission et ce sera un débat intéressant parce que je voudrais qu'on creuse et qu'on vous entende de nouveau un peu sur cette primaire populaire. C'est dommage de pas aller plus loin. Mathieu Souquier, est-ce que vous dites qu'il y a un espoir pour la gauche malgré tout avec cette primaire populaire? Est-ce qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite? Alors, il ne faut pas l'enterrer trop vite pour une bonne raison. On pensait, en tout cas, les ex-grands partis pensaient qu'il pouvait se passer de la primaire cette fois-ci. C'est-à-dire que les grandes consultations de 2017, qui avaient abouti aux désignations de François Fillon et de Benoît Hamon, les 2 grands partis ont décidé de s'en passer. Les LR ont fait une primaire, mais une primaire fermée. Les seuls qui ont joué le jeu, en réalité, ce sont les écolos, qui ont fait une primaire ouverte, mais qui a peu mobilisé. Là, en fait, la société civile, alors je ne dis pas que les 250 000 personnes dont on parle aujourd'hui sont représentatives de la société française, mais la société civile revient dans la campagne. Et comme le disait Mathieu tout à l'heure, ça devient un fait politique, puisque même si on ne sait pas très bien où tout ça nous mène, tous les candidats de gauche ont été amenés à se positionner par rapport à cette primaire. Soit pour dire j'y vais, puis après j'y vais plus, ou j'irai, c'est sûr, et j'y reste, ou je ne veux même pas m'en occuper comme Jean-Luc Mélenchon, mais tous ont eu à se positionner par rapport à cela. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade, oui, ça entretient de la confusion. Non seulement ça entretient de la confusion parce qu'on ne sait pas sur quoi ça débouche, mais par ailleurs, ça nous enferme dans le débat de la désignation. Cette espèce de débat totalement narcissique dans lequel la gauche est du coup totalement emprisonnée depuis des semaines et dont on voit bien qu'elle peine à sortir. Et tout ça pèse sur la qualité de la campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'on a une gauche qui ne parle que d'elle-même, alors même que pourtant la question sociale et la question environnementale sont tout en haut des préoccupations des Français, et on a une droite et une extrême droite qui, d'outrance, en maladresse, en dérapage, en polémique orchestrée, en fait, nous fait parler d'autre chose que d'un débat de fond. Donc on devrait avoir, à moins de 100 jours de la présidentielle, un débat de projet de société contre projet de société, et moins que jamais, on en parle, moins que jamais. Je voudrais terminer avec vous, Jean-Daniel Lévy, sur la volatilité de l'électorat. On le dit quasiment tous les jours dans cette émission et c'est vraiment important de le rappeler. Est-ce qu'elle est encore plus forte chez les électeurs de gauche? Est-ce qu'il y a plus d'électeurs de gauche qui ne savent pas pour qui ils vont voter que d'électeurs des gauches et des droites? Oui, c'est plus fort. Et puis, dans un contexte où on a moins d'électeurs qui envisagent aujourd'hui de voter pour la prochaine présidentielle
qu'il ne l'était il y a précisément 5 ans par rapport à l'élection présidentielle de 2017, avec un phénomène d'abstention qu'on a vu de manière massive aux élections municipales, qu'on a vu renforcer aux élections régionales et départementales, et où à nouveau, alors même qu'on considère en fait que la présidence de la République, c'est la mère de toutes les batailles, la clé de voûte des institutions, il s'agit du moment en fait où le pays s'arrête pour pouvoir vraiment se dire à ce moment-là on participe, et en général c'est le cas, aujourd'hui une forme de regard très distant de la part des Français à l'égard de l'élection présidentielle, notamment autour de l'idée il n'y a à l'heure actuelle aucun débat. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de conflictualité, et on a le sentiment que globalement chacun raconte un peu son histoire à son public, gère son petit fonds de commerce, mais ne va pas chercher forcément à conquérir l'ensemble de la population française ou une majorité de la population française. Le fait qu'il y ait aujourd'hui Macron quand même. Enfin, je veux dire, tant que Macron n'est pas là, je pense que c'est le top départ de la campagne n'est pas complètement donné. C'est vrai, mais enfin bon, en 1980, on peut reprendre 1988, 2002, 2012, il y avait aussi une situation où les candidats à l'élection présidentielle, en tout cas sortants, n'étaient pas encore entrés dans le débat, mais il y avait déjà une confrontation, etc. Ouais. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Pardon de vous avoir interrompu un peu brutalement. Tiens, je redonne, Catherine Tricot, le dernier numéro de la revue Regard, le voilà. La gauche grand remplacé. Et puis Mathieu, le titre de votre livre, il est par là. C'est sur la flambée populiste. Et c'est chez Plomb. Merci encore à tous d'avoir participé ici et en duplex à ce débat.